Yves Collard, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. formateur en éducation aux médias, à Média Animation. Quand faut-il s'inquiéter d'un risque d'addiction pour les jeunes en matière de Oui. consommation de jeux vidéo? Beaucoup de parents se posent la Oui. question. Alors, je dirais qu'il faut s'inquiéter, mais le plus tard possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'un enfant joue beaucoup sur son jeu vidéo, consacre beaucoup de temps de manière parfois un petit peu débordante par rapport aux autres activités familiales. Ce n'est pas pour autant qu'il est dans un état de dépendance en tant que dépendance pathologique. Ouais. Donc bien faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler un usage abondant, voire excessif, voire problématique, d'une pathologie qui serait une maladie. Ouais. Parce que là, bon, cette enquête, elle montre 11 heures en moyenne de consommation de jeux vidéo. On pourrait dire que c'est pas énorme, mais c'est une moyenne évidemment. Mais il y a aussi 6 jeunes sur 10 qui disent moi j'ai des douleurs physiques après le jeu. Les mains, le bras, la tête, les yeux. Oui, bon, ça, c'est un petit peu une question de méthode aussi dans l'enquête. Quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que parfois tu as mal à la tête, est-ce que parfois tu as mal au doigt, etc. On sent qu'on s'intéresse à vous et donc on va répondre plutôt oui que plutôt jamais. Mais les douleurs physiques sont consécutives à toute une série d'autres activités qui prennent du temps, qui passionnent. Si je remplis une grille de mots croisés, je vais peut-être aussi avoir mal à la tête, avoir mal au doigt. Donc c'est un peu l'argument ultime de se servir des douleurs physiques pour quelque part. Il y en a plus de la moitié qui disent aussi qu'ils sont dans un état émotionnellement négatif, épuisement, isolement, culpabilité. Oui, alors la culpabilité, ça vient souvent des parents ou des adultes qui culpabilisent. Je me sens coupable parce qu'on me culpabilise. L'isolement social, ça arrive parfois, un peu. En tout cas, au début d'une activité assez passionnante, on joue beaucoup sur un jeu vidéo. Donc on a un peu tendance à se replier du monde. Et puis après, on va retrouver ses copains, d'ailleurs, pour jouer avec. Mais attention, c'est important aussi de signaler qu'une série de caractéristiques des joueurs sont en même temps des caractéristiques typiques de l'adolescence. À un moment donné, l'adolescent, il a envie qu'on lui foute la paix. Ouais. Et il se retrouve tout seul. Et il a envie que personne ne l'embête. À certains moments, l'adolescent se sent plutôt émotionnellement triste. Voire même un peu déprimé. Donc ce sont des caractéristiques assez typiques de l'adolescence. L'erreur serait, me semble-t-il, en termes de méthode, de trouver l'explication ou la causalité exclusivement dans les jeux vidéo. Vous trouvez qu'on dramatise, vous, cette addiction Ah oui, alors on la dramatise, d'autant plus que on la dramatise de toutes les façons possibles. Par exemple, dans la presse, quand on veut dire qu'un jeu vidéo est tout à fait intéressant, on va dire qu'il est addictif. Donc, c'est passé dans le langage courant. Et c'est important de dire que l'Organisation mondiale de la santé, instance on ne peut plus officielle, a identifié effectivement qu'il y a des troubles pathologiques liés à la cyberdépendance. Que ça peut être considéré comme une maladie à un certain moment. Ça peut, mais l'OMS a remis une espèce de décision de Normand en quelque sorte, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pourquoi? Parce qu'il parle de pathologie lourde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OMS est incapable de dire, en l'état actuel des choses, si le jeu vidéo est la cause de problèmes ou ce sont les problèmes qui donnent lieu à un usage un peu excessif des jeux vidéo. L'OMS dit attention, tout ça c'est toujours associé à de la dépression, à de l'anxiété, à des phobies, par exemple la phobie sociale. Vous avez peur de voir des gens, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez aux jeux vidéo pour ne pas voir les gens. Donc le jeu vidéo n'est pas la cause de la phobie, c'est la phobie qui amène les gens, phobie sociale qui amène les gens sur leurs jeux vidéo. Et puis l'OMS dit attention, ne posons pas de diagnostic avant l'âge de 18 ans, considérons que la pathologie commence à partir du moment où pendant un an, on ne va plus à l'école, ou pendant un an, on ne va plus au travail, à partir du moment où on est complètement en retrait de la vie sociale, à partir du moment où on perd le contrôle, où on n'est plus en mesure de revenir en arrière. Et si on s'inquiète, les parents qui s'inquiètent maintenant, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme conseil? Donc pas dramatiser, ça j'ai bien compris. Oui, mais c'est difficile. Et c'est très difficile, oui. Et ensuite, comment fait-on pour finalement entrer en dialogue avec ce jeune dont on estime qu'il consomme un peu trop de jeux vidéo? Ça, c'est important. Donc, je dirais, petit, installer une espèce de rituel avec l'enfant. Dire, bon, on ne va pas jouer tout de suite, on va jouer jusqu'à telle heure. Quand je dis petit, c'est jusqu'à l'âge de 10 ans après.
cette espèce de ritualisation va favoriser l'autorégulation chez les adolescents plus tard. Alors, moi je dirais pour les parents, la règle des 3 A. Premier A, amener l'adolescent à s'autoréguler, à être capable de prendre le contrôle lui-même de ses activités. Deuxième A, l'alternance, favoriser l'alternance entre des activités de jeu sur écran et d'autres activités de jeu. Puis le troisième A, c'est l'accompagnement. Donc c'est arriver à entrer en discussion constructive. Donc ça veut dire jouer avec lui, c'est ça que vous voulez dire? Ça peut aller jusque-là, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire semblant d'aimer ça, après tout. Mais en tout cas, je dirais que, alors si on a un tout petit peu de temps, il y a 5 débats entamés avec l'adolescent, 5 thématiques importantes. Première thématique, c'est demander à l'adolescent de raconter ce qu'il vit dans le jeu, ses émotions, raconter même l'histoire du jeu. Deuxième chose, est-ce qu'il est capable de dire pourquoi il aime ce jeu et quel jeu il voudrait acquérir plus tard, pour faire quoi? Troisième élément, demander à l'adolescent s'il préfère jouer tout seul, jouer avec des amis, jouer en ligne. Quatrième point, est-ce qu'il est créatif, l'adolescent? Est-ce qu'il fait des photos de ses jeux? Est-ce qu'il les partage? Est-ce qu'il va avoir des tutos, etc. Puis le cinquième point, éventuellement, qui peut faire aussi l'objet d'un débat, est-ce que l'adolescent, plus tard, aurait envie de travailler dans l'univers des jeux vidéo? Parce que quand on entend certains parents, on dit mon fils ne fait plus que ça, il est obnubilé par ce jeu-là. Je dis mon fils parce que c'est plus les garçons que des filles. En tout cas, c'est souvent ce qu'on entend. Vous dites que les filles sont en train petit à petit de s'y mettre également, si je vous ai bien compris. Oui, il n'y a pas de raison d'œuvrer dans la prolongation de la discrimination de genre à ce niveau-là, même si les jeux vidéo sont parfois un peu plus centrés sur l'univers des garçons. Enfin bon. Oui, alors donc par rapport à ça, il y a une régulation potentiellement à amener. C'est vrai que même si on ne parle pas de cyberaddiction, le jeu peut être chronophage. Ça peut prendre beaucoup de temps et ça prend tellement de temps que ça mange du temps sur le reste, sur le temps des devoirs, sur les temps d'autres activités, sur le temps de sommeil. Ça, c'est important. Un adolescent a besoin de dormir en moyenne 9 heures par jour, par nuit. Sinon, ça veut dire qu'il joue la nuit. Donc, 9 heures par nuit. Il est évident que si le jeu vidéo mord considérablement sur ce temps de sommeil, ça peut engendrer des difficultés scolaires, d'attention. Parce que vous voulez, on sent vraiment que vous estimez qu'on jette un regard trop négatif sur ces jeux vidéo, parce que vous dites également on peut développer certaines compétences grâce à ça. Les parents ne s'en rendent pas compte. Pas souvent. Alors, ne mettons pas trop l'accent non plus sur le développement de compétences. Je dirais que ça exerce certaines compétences. Quant à savoir si ça les développe, on ne peut pas à la fois dire que ce n'est pas grave, ça ne rend pas malade, et en même temps dire, au contraire, ça développe des compétences. Donc il faut être nuancé sur tout ça. Ça exerce des capacités d'hyperattention, d'hyperconcentration. Parce que bon sang, oui, si on joue à un jeu vidéo pendant 3 heures, il faut savoir être concentré. C'est quelque chose de compliqué pour un adolescent, de savoir être concentré. Alors ça développe aussi des compétences, je dirais, de mémoire méthodologique. On apprend des méthodes, on apprend des stratégies, on apprend à observer. Ce sont des éléments qu'on peut retrouver dans un CV plus tard. Évidemment, dans un CV, vous n'allez pas dire que j'étais super bon à Fortnite, vous allez le dire autrement. Mais en tout cas, vous avez certaines compétences qui ont pu être exercées par les jeux vidéo. Et donc vous avez vraiment l'impression aujourd'hui qu'il faut porter un autre regard sur tout ça, quoi. Il faut porter le regard que l'on porte habituellement sur des activités de loisirs passionnantes et parfois débordantes, bien clairement. Donc un appel à une vigilance raisonnable de la part des parents, mais surtout pas une peur panique dès qu'on voit que son enfant prend du plaisir à faire quelque chose. Merci en tout cas pour toutes ces explications.